Alors, j'ai le plaisir de vous présenter le docteur Nabil Elbeki, qui a non seulement eu l'idée des petites voitures électriques, ramenant les petits patients au bloc opératoire, mais a rendu cette idée possible à l'hôpital de Valenciennes. Alors, c'est aussi un des invités sur mon podcast, Les Voix du Design Thinking, où il a raconté son histoire. Il avait fait du design thinking sans s'en rendre compte. Alors, en plus d'être design thinker, il est aussi anesthésiste réanimateur, chef de pôle urgence, réanimation, anesthésie. Il exerce également un rôle managérial important depuis 2 ans, puisqu'il a repris la gestion du pôle de rééducation de son hôpital et dirige 650 personnes, dont 90 médecins. Alors, l'hôpital de Valenciennes est un hôpital particulier où les médecins ont un pouvoir de gestion et de décision qu'on ne trouve nulle part en France. Ils peuvent mettre en place leurs idées et sont encouragés à entreprendre des études de management. D'ailleurs, le docteur Elbeki vient d'obtenir, en plus de tout ce qu'il fait, un master de management, en management. Voilà. Alors, aujourd'hui... Dr Elbeki nous transportera littéralement dans le monde des enfants, puis il nous révélera l'envers du décor, parce que ce qui peut sembler simple est en fait hyper compliqué. Il ne suffit pas juste d'avoir l'idée, mais bien de la mettre en place dans un environnement hospitalier qui a ses contraintes spécifiques, et comme partout, ça part de gestion de l'humain. Je vous invite à être transporté avec le Dr Elbeki à la fois donc, dans le monde onirique des enfants, en petits véhicules électriques, mais aussi dans le monde adulte du management de l'innovation qui a permis de rendre cette expérience possible. Bonjour. C'est pour Inès les applaudissements parce que quelle introduction, quel honneur, merci beaucoup. Et merci de m'accueillir parmi vous, dans votre monde de designer. Je suis d'abord médecin, effectivement. Je suis docteur et donc en anesthésie et réanimation. Et c'est surtout ça que je suis. Je ne pense pas être designer. J'ai appris finalement que je faisais du design thinking grâce à Inès, qui a donc vu un petit peu via les médias, et ça fera partie un petit peu de la présentation, via les médias, ce qu'on avait mis en place. Et elle m'a contacté pour en discuter, faire un podcast. Et ce podcast, finalement, m'amène ici, aujourd'hui, puisque dans votre monde, j'ai commencé à avoir finalement une image de designer, ou en tout cas d'inventeur, sans le savoir, d'une méthodologie un peu design thinking. Donc, je vais décrire, ce que je vous propose, c'est de vous décrire un petit peu le projet, et puis au final, vous me direz si, effectivement, vous validez, donc si vous faites un diagnostic de design thinking ou pas. Ça m'intéresse un petit peu d'avoir votre avis, donc on échangera probablement là-dessus. Et puis, si ce n'est pas vraiment ça, ce qu'on est en train de faire finalement depuis que je suis mis en avant dans ce domaine-là, et quand je dis j'associe toute mon équipe. Donc Inès dit que j'ai inventé, c'est un travail d'équipe, et je vais également fortement en parler. Donc si c'est quelque chose qui est validé, ou en tout cas qui est intéressant pour vous, et on peut développer ce genre de projet, ce genre de travail ensemble et faire rentrer vos expérimentations, vos expériences, en tout cas ceux qui sont dans le domaine et qui sont présents aujourd'hui à l'hôpital et peut-être dans tous les hôpitaux et pas que le mien. Donc pour commencer, puis je voulais remercier Catherine aussi. Voilà, quand même, je ne sais pas si tout le monde l'a fait, en tout cas moi je le fais, puisque ça me permet également d'être parmi vous aujourd'hui et de vous présenter ce projet dont on est vraiment très très fiers finalement dans notre hôpital, et vous allez peut-être comprendre pourquoi on a ce degré de fierté. Donc, mon hôpital, pour quand même vous planter un petit peu le décor, on va commencer par ça. Je suis donc médecin à Valenciennes. Donc, Valenciennes, c'est un hôpital qui est un hôpital général. Ce n'est pas un CHU, et donc on n'a pas d'universitaire. Mais c'est par contre un hôpital qui est très très grand, et qui est plus grand que la moitié des CHU de France. Donc, on a 2000 lits, et on a 5200 agents qui travaillent dans cet hôpital, et on est divisé en pôles d'activité. Je précise cette existence des pôles puisque c'est une particularité dans notre hôpital, Inès l'a un peu dit, dans la façon dont on a décidé de fonctionner à Valenciennes. C'est unique en France. C'est peut-être ceci qui explique cela. Donc l'activité, je vais passer vraiment très rapidement, c'est digne d'un CHU, donc je voulais un peu expliquer. Et également, on est référent d'un territoire,
peut-être que dans vos régions respectives, vous connaissez un peu ce système. Il y a des hôpitaux qui sont référents territoriaux, et donc l'hôpital de Valenciennes est référent dans son territoire. Et donc il y a 850 000 habitants qui sont un peu sous notre couverture, on va dire, médicale. Et vous voyez le budget, c'est le budget du territoire, hein. Donc on gère un budget, le territoire a un budget de presque 1 milliard d'euros. La moitié, c'est le budget de l'hôpital de Valenciennes. Alors, je reviens en arrière. C'est là que je parlais un petit peu des pôles. Donc j'expliquais, Inès l'a un peu dit, mais on a une gestion particulière. Effectivement, tous les hôpitaux sont gérés en pôles. Et donc il y a des médecins qui sont devenus référents pôlaires. On les appelle les chefs de pôle. C'est la loi qui nous l'impose. Mais les prérogatives de ces chefs de pôle, elles sont très différentes selon les hôpitaux. Chez nous, on a eu un directeur, il y a une dizaine d'années, qui a décidé de pousser cette délégation de gestion de façon très 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 aboutie. En gros, il a décidé de donner sa signature, sa délégation de signature, aux médecins, qui gèrent donc leur pôle, leur service, donc plusieurs services par pôle, comme un manager, comme un chef d'entreprise, entre guillemets. Et donc on gère les budgets, on gère les ressources humaines, la logistique et les projets, et la stratégie. Donc il fait confiance aux médecins, il choisit un médecin, qui a donc un cadre administratif qui est donc en quelque sorte le comptable de la structure, donc aux côtés du docteur, et une cadre supérieure de santé qui est la DRH. Et on fait tous les dossiers, toutes les stratégies ensemble sur le terrain, auprès donc des patients et des soignants. Donc cette délégation de signature nous permet d'aller très très vite dans nos projets, et au-delà de ça, au fait, même d'être à l'équilibre. Donc depuis 8 ans, on est le seul hôpital des Hauts-de-France à être à l'équilibre au niveau médico-économique à la fin de l'année. Et donc ça nous a valu un prix pour notre hôpital, via le MEDEF, les libéraux qui ont considéré que c'était assez exceptionnel pour un hôpital public d'être dans le vert, tout en faisant de la qualité, puisqu'on a également premier hôpital au classement du point. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais on est premier hôpital non universitaire au classement du point. Alors, pour revenir un peu sur notre sujet qui nous amène à nous rencontrer aujourd'hui, si j'ai planté le décor, c'est justement grâce à cette liberté finalement de gestion des projets qu'on a les idées et qu'on a les moyens de les mettre en place sans attendre le feu vert d'administratifs qui ne comprennent pas forcément le soin, qui sont un petit peu loin du soin, de trouver les budgets sans avoir à demander l'autorisation ou valider par quelques principes administratifs qui peuvent exister dans certains hôpitaux. Donc en gros, on brainstorm. Alors c'est un mot qu'on connaît un petit peu, c'est un anglicisme, mais je pense que dans votre domaine, c'est un mot qui est très important. En discutant en équipe, et donc je travaille dans un super service qui s'appelle la chirurgie ambulatoire, qui appartient au pôle de chirurgie. Donc je ne suis pas chirurgien, mais je travaille avec les équipes du pôle de chirurgie. Et tous les jours, on réfléchit à comment améliorer l'expérience patient. Parce qu'au-delà de la stabilité médico-économique qui est importante pour tout le monde, on le sait bien, nos valeurs soignantes sont toujours aussi importantes. Et donc, on assure la qualité des soins, la sécurité des soins. Pour nous, c'est juridiquement très important. Et je pense que ça, on va en parler probablement avec ma collègue juste après. C'est très important au niveau juridique qu'on respecte les règles. Par contre, les valeurs qui nous unissent, c'est-à-dire le patient au centre de nos attentions, nos valeurs humaines, celles qui nous ont finalement amenés à nous retrouver à faire ces métiers difficiles, infirmières, aides-soignantes, médecins, mais aussi administrateurs dans ces hôpitaux, ces valeurs qui nous unissent sont très importantes au quotidien. Et dès qu'il y a des conflits, ça arrive tout le temps, dès qu'il y a du monde autour au travail et qu'on se retrouve concentré sur une activité, il y a des conflits. À l'hôpital, très vite, dès qu'on recentre les problématiques autour du patient, ça nous lie. Et donc une valeur très très forte, dès qu'on interroge individuellement tous les collègues, une valeur très très forte pour nous tous, c'est l'empathie. Et donc cette empathie, elle nous guide dans nos projets. Et alors, en ambulatoire, on reçoit des gens qui doivent aller au bloc opératoire, passer donc une intervention et ressortir très vite pour rentrer à la maison. C'est l'État qui a décidé de mettre
tous les feux à fond sur l'ambulatoire. On doit développer l'ambulatoire de façon très forte. On veut bien faire tout ça, mais par contre, on ne veut pas faire ça au détriment de la qualité et du vécu du patient. Alors pour les adultes, et donc imaginez l'anxiété qu'ils peuvent vivre avant une intervention chirurgicale, on a décidé par exemple de les emmener au bloc opératoire debout. Terminer de les emmener sur un brancard, ça fait peur. Il y a une déshumanisation, difficile à dire. Et il y a finalement parfois un manque de respect, il y a moins d'échanges, on dit moins bonjour au patient quand il est alité et avec un drap sur lui. On les amène debout. Il y a une forme de dignité pour le patient. On lui dit bonjour, il devient un peu acteur de ses soins. Et donc, on a réussi à diminuer les anxiolytiques. On n'en donne plus à ces patients, beaucoup moins angoissés. Et on a des enfants. Et pour les enfants, on a réfléchi. On a réfléchi à trouver quelque chose qui pouvait être l'équivalent de l'expérience des adultes. Et on s'est dit, il faut qu'ils se déplacent. Et puis, il faut qu'ils puissent être finalement emmenés loin d'ici, loin de l'hôpital. Alors, on sait que les jouets, ça fonctionne très bien. Ah oui, je ne vous ai pas dit, mais on fait de l'hypnose en anesthésie. Donc, dans mon équipe, j'ai 10 anesthésistes formés à l'hypnose. Donc, on sait que ça marche très très bien, l'hypnose, justement, pour gérer les problèmes d'angoisse. Donc, on communique, etc. Et chez l'enfant, la particularité, c'est que dès qu'il joue, dès qu'il se retrouve captivé par une activité, il se retrouve tout de suite dans un état onirique. Une hypnose, une auto-hypnose spontanée. Donc on s'est dit, là, c'est une pire idée, on va leur trouver des jouets. Mais il faut qu'ils se déplacent pour aller au bloc. Donc là, en brainstorming, on lance l'idée de cette voiture électrique. Mais une fois qu'on a dit ça, on se dit, ouais, voiture électrique, super, pour se déplacer, on va utiliser cette technologie. Il y a quelques règles, j'ai dit tout à l'heure, quelques règles de qualité, de sécurité. Donc on se dit, il faut une voiture, mais qui puisse être sécurisée, qui puisse être réparée, parce que dès qu'on lance un projet, il faut que ce soit pérenne. Et donc on se pose toutes ces questions-là. Finalement, grâce à l'ensemble de l'équipe, on se dit, il nous faut, je ne sais pas moi, les moyens de les réparer. Et ça, c'est très compliqué à trouver. Très compliqué à trouver. Et au final, encore une anecdote, je cherchais à acheter un quad pour ma fille, un quad électrique. Elle voulait un quad pour son anniversaire, donc ça date maintenant, c'est 3 ans. Et je cherche sur Internet et je trouve un vendeur de quad électrique en Belgique à Tournai. C'est pas très loin de chez nous. Hein. On est chez les Ch'tis, on n'est pas très loin de la Belgique. Et donc je me retrouve à Tournai et là, en arrivant chez Tony, qui vend des quads, il se trouve que Tony il est concessionnaire de voitures électriques à proximité finalement de notre hôpital. Je me dis tiens, j'ai discuté avec lui, et Tony peut réparer les voitures, il peut faire une forme de garantie, il peut assurer le SAV. Comme pour des brancards, comme pour tous les matériels qu'on utilise à l'hôpital. Donc finalement, il m'a enlevé une grosse problématique dans notre projet. On s'est dit, tous les feux sont ouverts, et donc je ne suis pas reparti avec un quad, mais je suis reparti avec une voiture. Dans ma voiture. Et l'anecdote aussi, c'est financé par mes propres sous, par les propres sous de mes collègues et de chirurgiens et anesthésistes. On a décidé de faire ça avec nos budgets perso. Et donc l'idée, c'était d'emmener nos enfants au bloc opératoire en voiture. Et c'était un succès immédiat. Tout de suite, ça a fonctionné, on était ravis. Ça fonctionnait tranquillement et sûrement. Et comme je vous l'ai dit, on a quand même préparé tout ça. C'est-à-dire qu'on a été voir les hygiénistes pour pas que ce soit un écueil à la problématique des voitures. Donc là, ça, c'est un des protocoles qu'on a créé. La maintenance, parce que la voiture, je ne vous l'ai peut-être pas dit ça, mais elle n'était pas montée. Hein. La voiture, on l'a pris dans un carton et on l'a fait monter par les ouvriers du pôle pour qu'ils puissent finalement la connaître, pouvoir la réparer, la sécuriser. Et donc, ils ont créé une fiche de maintenance. Donc, vous voyez, on a introduit les hygiénistes, les ouvriers du pôle. Tout le monde était d'accord pour le projet. Puis après, on a fait un logigramme de fonctionnement. C'est-à-dire qui fait quoi.
Parce que forcément, au départ, c'est ouais, mais on va perdre du temps, c'est facile de les mettre dans un brancard et les emmener en pleurant au bloc opératoire, ça va plus vite. Non, on a écrit qui fait quoi pour ne pas perdre de temps, pour que ça soit quelque chose d'organisé et efficace d'emblée. Et une fois qu'on a fait tout ça, seulement, on a mis en place et ça a été un succès. Et là, quelques chiffres. Hein. Donc, 80 enfants par mois qui se rendent au bloc en voiture électrique. Tous les enfants entre 1 an et 8 ans qui sont concernés. Il faut savoir que ça, 1 an et 8 ans, c'est parce que c'est la norme du véhicule. On a respecté la norme européenne. On n'est pas très loin du bloc opératoire, 50 mètres, on le fait. Et puis, comme vous le voyez, après, il y a eu des vidéos, en fait. Mais ce n'était pas l'objectif. Et je vais vous raconter comment ça s'est passé, parce que c'est très rigolo. Donc, on a 2 voitures. C'était bientôt Noël. Et on reçoit un appel du club de foot de Valenciennes. C'est le VAFC. Ils sont en Ligue 2, ils sont plutôt moyens en football, mais en tout cas, ils sont généreux. Et chaque Noël, ils nous appellent pour faire des cadeaux aux enfants. Ils nous contactent, tiens, on veut passer ou faire des cadeaux, qu'est-ce qu'il faut comme cadeau? Et il dit, moi, donnez-moi 300 €, on va acheter une voiture. Donc on a acheté une 3e voiture pour le club de foot. Ils voulaient la livrer eux-mêmes, bon, je l'avais acheté moi-même, et ils sont venus mettre un autocollant. Et ils viennent avec leur journaliste. C'était quelqu'un de la presse du coin, pour finalement montrer les joueurs de foot qui donnent des cadeaux aux enfants. Ils font ça tout le temps. Et là, ils immortalisent finalement par une photo cette voiture avec donc sur ce petit autocollant qu'ils mettent. Et il y a les gens de France 3 qui voient l'article, France 3 Région, qui voient l'article et qui nous contactent. Et disent, tiens, ça nous intéresse, on aimerait bien faire une vidéo. Bon, on se dit, si vous voulez. Alors, encore un coup de bol. Hein. Le caméraman, c'est un ancien pilote de rallye qui adore les voitures et qui a filmé plein de fois des circuits de voitures. Et la journaliste était ancienne animatrice pour les enfants. Et donc, ils ont fait une vidéo juste assez incroyable et qui a fait donc, à l'époque, 14 millions. Et là, on flirte avec les 20 millions de vues. Donc, vous voyez, l'objectif, c'était pas ça. Notre objectif, c'est pas l'histoire de marketing. Nous, on vivait depuis 1 mois et demi, 2 mois avec notre truc, on était ravis. Et au final, ça a fait un buzz. Et peut-être que certains d'entre vous ont vu la vidéo, mais si on ne l'a pas vue, on peut peut-être la voir ensemble. C'est au volant d'une voiture électrique que les petits patients empruntent désormais le chemin du bloc opératoire, ou comment conjuguer le soin et le jeu pour réduire le stress. Reportage Anaïs Anquet et Bertrand Terry. Chauffer les moteurs, Marius, Alissa et Milo sont prêts pour le départ. Faites attention! Plus question de penser à la maladie ou à l'opération. Dès leur arrivée, la seule chose qui préoccupe les enfants, c'est le choix de leur bolide. Celle-là! Celle-là? T'es content? Oui, très content. Pourquoi t'es content? Parce qu'elle est belle. C'est la grande nouveauté ici à l'hôpital de Valenciennes. Terminés les brancards, désormais les petits patients se rendent au bloc en voiture électrique. Des voitures qui ont été offertes par le personnel de l'hôpital et par les joueurs du club de football de Valenciennes. L'objectif, limiter le stress des enfants de manière plus naturelle. C'est une façon ludique de leur faire penser à autre chose. Ils vont au bloc opératoire sans stress, plus détendus. Et effectivement, ça nous permet éventuellement de mettre moins de médicaments pour les détendre avant le bloc opératoire, voire ne pas en mettre du tout. Milo a 7 ans, c'est la toute première fois qu'il se fait opérer. Et pourtant, à son arrivée au bloc, aucun pleur. La mission est plus que réussie. Tu vas te faire Opérée! Oui. T'as pas peur, Milo? Bah non. Je suis assez grand pour plus avoir peur. Et la voiture, ça t'a donné du courage? Oui. Et il n'y a pas que les enfants qui sont rassurés. On voit qu'il a le sourire, donc c'est rassurant. Moins de stress pour vous aussi? Oui, on a bien rigolé. Pour l'instant, l'hôpital de Valenciennes ne possède que 3 voitures électriques, mais compte bien développer cette technique pour redonner le sourire aux plus petits. Merci pour les enfants, parce que c'est pour eux finalement. Donc, ouais, notre empathie finalement aboutit à des idées qui sont hyper intéressantes. Alors, nous, c'était dans la vidéo, il y a plein d'informations intéressantes. Je ne sais pas si vous avez vu, mais
Objectif primaire, c'était les enfants qui pleurent plus. Tac, on a réussi. Deuxième objectif, c'était de ne pas mettre de médicaments. On n'en met plus du tout. Donc avant, on mettait des sédatifs, et puis ça marchait pas, ils se réveillaient plus tard. Ils se réveillaient même souvent très tard. Donc objectif secondaire non prévu, ils se réveillent plus tôt, et ils rentrent chez eux plus tôt. Donc on a un turnover plus important qui n'était pas prévu initialement. Donc ça, c'est quelque chose, un objectif secondaire intéressant, puisqu'on peut augmenter le flux de nos patients et donc en soigner plus par jour. Autre objectif secondaire, les parents. Parce que l'enfant, il pleure, il y avait les parents qui pleuraient, il fallait gérer aussi l'anxiété des parents. Là maintenant, la dame est souriante, mais globalement, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent leur téléphone et ils filment. Donc ils sont aussi en hypnose, et ils filment leur enfant en train de partir. Et après, ils regardent la vidéo, et donc c'est efficace également, l'angoisse parent. On a mis plein de photos comme ça, de tout ça en consultation. Et donc les enfants, déjà dès la consultation d'anesthésie, ils nous parlent que de ça. C'est devenu l'élément majeur de discussion en consultation d'anesthésie. Et dernier objectif non prévu, l'ambiance générale. À l'époque, il y avait un gros hôpital bashing à l'époque de cette vidéo. Et au final, là, il n'y avait que des sourires. Tout le monde était content. Tous les soignants qui voient la voiture arriver, hop, l'atmosphère est tout de suite un peu plus rigolote. En plus, ça fait de la musique. On ne l'a pas mis pour la vidéo, mais les gens peuvent mettre leur musique sur une clé USB. C'est vraiment, ça crée une super ambiance. Et il y a tous les autres patients, parce que c'est un bloc où il y a des adultes, hein, donc ils voient un peu les enfants passer devant eux, etc. Donc le climat est devenu aussi beaucoup plus sain. En tout cas, les jours où il y a de l'ambulatoire enfant. Donc ça, c'est des objectifs secondaires non prévus. Et puis, il y a le côté marketing qui n'était pas un objectif du tout, puisque derrière ça, je vous en l'autre sens. Derrière ça, les médias se sont emparés. Alors là, du coup, dès le lendemain, ça fait 20 millions. Dès le lendemain, on a été submergé de demandes des médias. Donc on a fini sur voilà, quelques images, TF1, on a fait toutes les chaînes. Je leur ai expliqué, mais il y a déjà des images, mais ils voulaient tous leurs images. Donc on a dû répéter plusieurs fois, etc., le même discours. On a dû peaufiner notre discours aussi. J'ai appris à parler un peu aux journalistes. Ils coupent tout, hein, mais en tout cas, il faut passer des messages un peu clairs, etc. La vidéo intéressante, c'était dans une vidéo, dans un reportage sur le magazine de la santé, vous savez. Là, ils ont été plus loin, c'était plus long, ça dure un petit quart d'heure. Et là, ils sont accompagnés l'enfant jusqu'au bloc opératoire parce que, vous le voyez, on endort les enfants dans la voiture. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas, à l'entrée du bloc opératoire. On va jusqu'à en mettre une dans le bloc opératoire et en fait, on les endort dans la voiture. Donc à aucun moment, l'enfant sort de son rêve. Donc il n'y a plus de coupure de l'état hypnotique. Et donc ça, c'est vraiment l'objectif qu'on voulait. Alors, j'avance. Donc, la voiture du VFC, c'est celle-là. Hein. Évidemment, le 4x4, hein, pour les footballeurs, il fallait un gros véhicule. Et la presse écrite. Hein. Donc, on a fait un buzz assez rigolo, assez incroyable dans la région. Mais sur la toile, énormément aussi. On s'est retrouvé dans tous les médias. Et puis on avait des anonymes et aussi des people qui commençaient à commenter. Tout le monde surfait sur ce truc assez incroyable. Et là, ça commence à redevenir intéressant. Les autres hôpitaux qui nous ont contactés. Très vite, on a été appelé par finalement trois populations. Les administrateurs d'hôpitaux, donc des directeurs de la communication, des centres hospitaliers, des directeurs généraux de centres hospitaliers, qui nous ont contactés pour savoir, tiens, nous, on veut faire comme vous, où est-ce que vous avez acheté les voitures, etc. Et moi, je leur ai dit, ouais, est-ce que vos soignants veulent le faire? Non, je ne sais pas, peu importe. Non, pas peu importe. Allez les voir, et puis s'ils veulent travailler, s'ils veulent faire le projet, vous me rappelez. J'ai quasiment plus de rappels de ces hôpitaux-là. Autre population, des mécènes. Et donc, c'est passé, je crois, peut-être l'hôpital d'Orléans. À Orléans, il y a des entrepreneurs qui ont acheté 150 voitures. C'est une association d'entreprises, 150 voitures. Donc là, eux, ils m'appellent, ils me disent, on a 150 voitures, on vous les envoie. Non. Pourquoi faire? Non. Non, on était touchés.
hop, ils ont fait un chèque, ils veulent vous donner la voiture. Donc, alors c'était sympathique, mais alors j'ai joué pendant 1 an et demi, 2 ans avec mes équipes, avec mon encadrement ambulatoire, les coordonnateurs de dons de voitures en France. Donc je mettais en relation les gens du Mans avec des hôpitaux qui voulaient le faire, et les entrepreneurs du Mans, ils payaient même le transport des véhicules jusque dans les hôpitaux. Hein. Ils étaient très généreux, hein. Mais il fallait que des équipes soient adhérentes. Donc j'ai eu donc des soignants qui m'ont contacté, et avec eux on a pu faire du bon boulot. C'est-à-dire qu'en fait on les a invités à venir. Donc il y a beaucoup d'hôpitaux beaucoup d'équipes qui sont venues nous voir, et on leur a expliqué tout ce que je vous ai expliqué avant, que c'est une démarche collective, qu'il fallait convaincre, qu'il fallait structurer. On a fourni tous les protocoles qu'on a écrits, on leur a donné. Pour beaucoup, ils sont repartis à leurs mains, donc, les protocoles, et d'autres, on leur a envoyé. Donc on a travaillé avec eux à distance. Donc on a des Belges qui sont venus, des gens du Luxembourg qui sont venus il y a 1 mois. Donc ça fait 3 ans, il y a encore des gens qui nous sollicitent pour mettre leur projet. Et je leur explique exactement ce que je suis en train de vous expliquer. Que si on veut réussir, il faut que ça soit quelque chose en équipe, brainstormé, travaillé, structuré, accepté par tous et bien coordonné. Tous les écueils qu'on a eus, on leur explique pourquoi ça fonctionne. Puisque tous ceux qui l'ont fait comme ça, en pensant que c'était acheter une voiture sur Internet ou à Auchan ou je ne sais pas dans quel Carrefour, peu importe, une voiture et mettre en place, ça dysfonctionne. Et donc on a vu plein de vidéos qui nous ont choqués. D'enfants qui pleurent, qu'on force à aller dans la voiture avec 20 personnes autour qui applaudissent. Non, ça ne marche pas. Ce n'est pas du tout l'ambiance. Donc il faut structurer ce projet pour que ça fonctionne. Et donc on continue donc à aider les gens à le mettre en place. Et ça a été aussi donc à l'étranger, puisqu'on a vu nos enfants en Asie, donc en Belgique, en Allemagne et en Espagne, également en Italie, sur les réseaux sociaux. Et puis on fait des articles dans Forbes sur le design. On nous explique qu'on a redesigné l'expérience au bloc opératoire. On est assez fiers de ça, assez contents. Et d'après ce que j'ai compris, ce que j'ai appris avec vous, c'est que c'était une finalité. Finalement, c'est bon. On a fait du design thinking, a priori, du design thinking, et le résultat est là, c'est validé. Chez nous, à l'hôpital, dans mon monde soignant, c'est pas validé. C'est-à-dire que pour valider des projets en mode soignant, il faut prouver scientifiquement que ce qu'on a fait là est efficace. Et donc, je dois, et on est en train de le faire avec mes équipes, du bloc opératoire, de chirurgie ambulatoire et d'anesthésie, on est en train de prouver scientifiquement que c'est efficace. Donc, on a des grilles d'anxiété qu'on est en train de mettre en place. Et sur ces grilles d'anxiété, on va tester pendant 1 an, on a une cohorte à mettre en place pour vérifier que les enfants sont moins anxieux que ceux. Alors du coup, on doit faire un choix un peu difficile. Certains enfants peut-être n'auront pas la voiture, on va comparer, et pour prouver que ce qu'on a fait là est scientifiquement recevable. Et une fois qu'on a fait ça, alors d'une part, c'est validé, et donc c'est quelque chose qui n'est pas du gadget, et donc ça va être reproductif et reproduit dans les hôpitaux de façon sûre et pérenne, et surtout il n'y aura pas de démarche commerciale. Puisque moi, ce que je refusais de faire, c'est de vendre tout ça, parce qu'on m'a proposé évidemment plein de choses, et ça ne m'intéressait pas. On est toujours dans l'empathie, et s'il y a un maximum d'enfants, donc en France et puis dans le monde, ils puissent bénéficier de ça, on est très contents. Donc on a partagé, nous. Mais si on ne fait pas un article pour prouver que le matériel utilisé, ça ne vaut rien du tout, pas cher du tout, on peut effectivement se retrouver avec des gens qui ont des idées lucratives, et c'est ce qu'on a voulu éviter en faisant un article scientifique. Donc voilà, c'était la fin de mon propos, et c'était juste une histoire que je voulais vous raconter, une histoire française pour le coup, dont on est assez fiers. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on répond ? Il y a des questions, d'accord. Bonjour, merci pour votre présentation, très instructive et enrichissante, qui apporte beaucoup de sens et de valeur à ce qu'on peut faire au quotidien. Donc merci pour ça.
Moi, ce que je voulais savoir, c'est donc vous avez besoin de preuves scientifiques. Pourquoi ne pas les avoir mises en place dès le début en fait, de vos questionnements, puisque vous connaissiez déjà les souffrances des enfants quand ils allaient donc, du coup, sur leur parcours jusqu'au bloc opératoire. Donc, pourquoi ne pas avoir commencé déjà ce cheminement de preuves scientifiques dès le début parce que là, vous revenez en arrière, en fait, pour pouvoir comparer. C'est une bonne idée. On avait une certitude que ça allait fonctionner. Et la science, vous voyez, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans, on est seulement en train d'avoir les autorisations pour pouvoir valider l'étude. Ça passe par des comités très complexes, très lourds, avec de l'ordre de l'éthique, un comité éthique qui se réunit. C'est pas simple du tout. Et on n'avait vraiment pas envie d'attendre ou de subordonner la mise en place de ce projet à la validation, alors pour le coup, de comités scientifiques lourds, des gens qui sont plutôt à distance de ce qu'on vit au quotidien, parfois, malheureusement. Donc on a voulu finalement tester, montrer, prouver qu'il y a une question qui se pose, et après on essaie de justement la valider scientifiquement. C'est un peu ce qui se passe dans la réalité, scientifique, médicale, ça arrive très souvent finalement. Des choses qu'on fait, puis on se pose une question, tiens, c'est bizarre, finalement quand je fais autrement, ça a l'air d'être mieux. Je vais chercher si c'est puissant, si ça fonctionne. Donc finalement, c'est un peu ça. Tiens, je vais chercher si ça fonctionne mieux en utilisant une voiture. Tiens, ça a l'air d'aller, je vais le prouver scientifiquement. Alors pour l'anecdote, il y a les Chinois qui ont foncé sur le truc. Donc en Chine, ils ont fait une étude sur les petites voitures très vite, tac, mais on sait que parfois leurs études ne sont pas super pointues, efficaces, en tout cas reconnues. Donc ça nous laisse le temps de faire la nôtre. Mais ils ont déjà, 1 an après ça, essayé de faire une étude qui la valide quelque part, mais on va en faire une un peu plus costaud. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, merci. Et du coup, après ce super projet, est-ce que ça a poussé des initiatives, d'autres projets, une énergie différente au sein des équipes soignantes ? J'ai un peu expliqué. Donc, on a un hôpital particulier. On est en mode, alors on ne dit pas lean management, non, on préfère dire lean santé. On fourmille d'idées. Alors, ça peut être des choses très très simples au quotidien. Donc, il y a plein de projets sur l'amélioration de l'architecture, par exemple. On a cassé 3 fois le service d'ambulatoire. Donc, on avait, pareil, on avait hérité d'un service pensé en 99 qui n'est plus du tout adapté à ce qu'on veut faire en ambulatoire. Donc, donc ils n'ont pas demandé l'avis des soignants à l'époque. Donc, on a dû faire 3 fois des travaux. Donc, on fait ça en mode projet. C'est-à-dire qu'on s'assoit autour de la table, tout le monde participe. On essaie d'être très participatif. Et puis, on fait donc notre projet. Et après, on passe en comité stratégie. Et on essaie de convaincre quand c'est des budgets très importants, en tout cas. On essaie de convaincre l'administration. Mais ça, en général, ils nous suivent par rapport à la gestion polaire que je vous ai décrite. Et puis, on le met en place. Donc ça, il y a des petits projets comme ça qui sont très, très parlants en termes d'image. Mais finalement, vous voyez, nous, on ne pensait pas que c'était aussi parlant pour tous, puisque c'est des choses qu'on fait assez souvent. Améliorer l'expérience patient, c'est quelque chose qui, nous, au quotidien, on fait, probablement dans tous les hôpitaux, en tout cas j'espère, et dans le mien, dans tous les services, tous les pôles, on a tous un petit peu cette volonté-là. Voilà, on doit juste être très structuré médico-économiquement, parce que c'est l'argent du contribuable. Vous voyez ? Je rebondis en fait un peu sur cette question, Arnaud Lacaze à Gobelin. En fait, il y a un mot que vous n'avez pas prononcé et que je pense qu'on est assez nombreux à avoir en tête parce que c'est un terme de notre univers à nous, c'est celui de gamification. Au fond, l'expérience que vous proposez à des enfants, c'est de rendre ludique un truc qui a priori n'était vraiment pas. Et au fond, est-ce que cette approche-là, elle pourrait pas être presque banalisée dans l'intégralité des expériences de santé qui sont, pour l'essentiel d'entre elles, vraiment pas marrantes, et pas uniquement vis-à-vis des enfants. Et est-ce que ça coûterait cher, si j'ose dire, de rendre une expérience, notamment, peut-être plus facilement en chirurgie ambulatoire, de rendre ça fun, quoi, autant que possible. Vous avez raison, moi je suis partant. Donc c'est rigolo que vous disiez ce mot-là parce que je l'ai dit moi en français dans l'interview. J'ai parlé du côté ludique, je ne sais pas si vous avez entendu, mais je l'avais dit spontanément. Oui et 1000 fois oui. Alors après, il
faut savoir que c'est quand même une nouvelle culture qu'on doit créer à l'hôpital. On vient d'un monde que vous connaissez tous directement ou indirectement, où il y a de l'austérité, où c'est une forme de froideur. On est là dans un monde sérieux. Et on a quand même encore beaucoup de soignants qui ont cet ADN-là. On essaie un peu de changer ça. Alors, des expériences comme ça fait changer, ça rend un petit peu l'hôpital comme... c'est ce qu'on essaie de faire, en tout cas, aussi à Valenciennes, hein, mais acteur de la ville. Voilà. On ouvre les portes, ça devient une rue. Ça serait un objectif ultime, ça. Que finalement, ça ne soit plus un endroit qui a une odeur particulière, où il y a une ambiance particulière. Voilà, il faut que ça devienne quelque chose qu'on essaie de banaliser au maximum. Parce que finalement, on a tous le même but, c'est de se sentir mieux, on a envie d'améliorer notre bien-être. C'est le rôle de l'hôpital. Il faut qu'on active ces sensations-là au maximum. Donc on a fait d'autres choses, ça me revient du coup, on a fait venir les gens de Star Wars. Vous voyez, toute une journée, alors ça part à tout le monde, ça, aux adultes. On pensait que c'était pour les enfants, donc on a pris toute une garnison, là, ils sont officiels en plus, hein, une garnison française, belge, j'ai appris plein de choses. Hein. C'est officiel, ils sont Lucasfilm, c'est contractuel. On les avait fait venir, ils sont venus à une vingtaine. Et finalement, c'était pour les enfants. Et on s'est rendu compte que c'était nos patients adultes qui étaient les plus fans. Et donc, on a eu... les gens ils étaient à l'hôpital, ils faisaient des photos avec Dark Vador. Ils oubliaient. Et donc, je pense que vous avez raison, il faut qu'on le fasse, que ça devienne quelque chose de chronique où on ne se pose plus de questions. Mais voilà, il y a quelques dogmes, il y a quelques règles à respecter. Et moi, j'essaie de le respecter comme ça. Dès qu'on me rétorque, mais attention, sécurité, qualité, on n'est pas là pour ça. Attendez, scientifiquement, qualité, on y est. Et tout ce qui est aussi hypnose thérapeutique, tout ça, ça valide ces idées-là. Puisque le côté hypnotique de toutes ces gamifications, c'est ça le terme, non ? En fait, c'est lié, les gens ils sont en état hypnotique. Comme quand vous êtes dans votre voiture et puis que vous ne vous rendez pas compte que le temps est passé, je suis déjà arrivé là, c'est de l'auto-hypnose, c'est ça qu'on recherche. Et c'est validé ça aussi médicalement. Donc on devrait effectivement développer beaucoup plus ce genre de projet ludique. Pour les adultes aussi alors. Si vous avez des idées, on prend. On fera peut-être des camps, alors, c'est ce qu'on appelle des bootcamps. Des bootcamps. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On passe à Johanna, notre dernière intervenante. Merci Nabil.